Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. L'épisode que vous allez écouter a été tourné en partenariat avec l'ADCF, l'association de développement de la culture fourragère. Bonne écoute. Après un printemps en hiver, si on a un été au printemps, qu'est-ce qu'on aura en été ? Les sécheresses de 2022 ont marqué les esprits dans les élevages. La demande en fourrage devient une variable imprédictible en période de sécheresse. On peut donc se demander quoi mettre en place dans son assolement pour donner quel fourrage en été. Alors vous l'aurez compris, dans cet épisode, on va aborder la complémentation estivale à crèche ou en pâture. Et pour en discuter, je serai accompagné par Eliane Lemaître, conseillère en production animale chez ProConseil. Eliane, bonjour. Bonjour. Par Pierre Eby, collaboration scientifique à Grangeneuve. Pierre, bonjour. Bonjour. Et par Dimitri Martin, conseiller production végétale chez ProConseil. Dimitri, bonjour. Bonjour. Alors, il existe plusieurs types de cultures estivales pour répondre à ces demandes fourragères. De quoi on parle ? Est-ce qu'on peut réussir à les catégoriser, ces types de cultures ? Pierre ? Alors je pense qu'il faut bien distinguer les périodes d'implantation pour savoir de quelle espèce on parle. Soit on est dans des mises en place de juillet, mi-juillet, qui viennent typiquement dans une culture intercalaire après céréales, après colza, et où on fait une récolte qui va pas être réalisée avant la fin du mois d'août, ou mi-août, fin août, au plus tôt, septembre. Et puis là on est typiquement dans des cas de dérobés. Soit on est dans des mises en place plus précoce à fin mai, début juin, dans l'idée d'avoir du fourrage en juillet-août. Et là, c'est typiquement la place où on est peut-être sur une rénovation de prairies ou bien sur des dérobés très précoces au printemps qui disparaissent assez vite et puis qui laisseraient la place pour semer cette culture principale pendant l'été et pour lesquelles on peut récolter en juillet ou en août, pour la période où on a le plus gros besoin. Ouais. Donc j'imagine que pour ces différents types de cultures, on a tout un tas d'espèces qui sont à disposition. Certaines vont plus marcher dans certains contextes, d'autres moins. Enfin bon, c'est comme toujours en agronomie, ça dépend. Mais on va quand même tenter de faire un screening des principales espèces auxquelles on pense. J'ai envie de commencer par les dérobés. Dimitri, qu'est-ce qu'on a à disposition comme espèces ? Alors quand on parle de dérobés, on pense tout de suite à l'avoine, qui est une plante qui permet de produire rapidement un volume de fourrage intéressant. Donc l'avoine comme base céréale dans la dérobée, et puis qui va être complémentée par différentes légumineuses ensuite. L'objectif étant d'avoir un volume de fourrage important en peu de temps, et puis quelque chose qui soit gélif derrière, puisque la dérobée n'est pas destinée à rester en place. Donc on cherche des espèces qui vont vite et qui font beaucoup de biomasse. Voilà, exactement. Et donc on s'oriente automatiquement sur des espèces de printemps. Donc, et de l'avoine de printemps comme base, et ensuite des légumineuses de printemps qui peuvent être de l'avoine, de la févrole, du pois, et puis du trèfle d'Alexandrie qui peut complémenter donc cette base céréalière. Donc ça, c'est les premiers mélanges. Et puis après, on retrouve d'autres espèces possibles, notamment le raie gras, qui lui aura d'autres désavantages agronomiques, mais au niveau fourrager sera aussi une bonne option. Est-ce que le raie gras, il va pas puiser un peu d'eau ? Alors, toutes les plantes qui poussent vont puiser de l'eau. La problématique de l'eau et du raie gras se retrouve plutôt au printemps, avant l'implantation d'une culture de printemps. En automne, le problème de l'eau est moins présent. Ouais, la difficulté du raie gras, enfin il y a deux difficultés avec le raie gras. D'une part, c'est les risques des grainages et puis qu'on le retrouve après comme mauvaise herbe dans la rotation. Et puis l'autre problème éventuel, si on est dans des semis très précoces, c'est qu'on a des cycles très courts. Ça veut dire qu'il faut intervenir très rapidement avec des tiges qui deviennent relativement vite dures sur des raies gras d'Italie. S'il fait chaud, ça peut être rapidement un fourrage pas très très intéressant. On a parlé d'associations de céréales légumineuses. Eliane, j'ai envie de te poser une question. Est-ce qu'il ne faut pas surveiller un peu la proportion des mélanges pour avoir aussi un fourrage de bonne qualité ? Parce que finalement, c'est un peu ce à quoi ce qu'on recherche quand on met en place ces cultures estivales. Oui, alors effectivement, c'est vrai que les mélanges du commerce, ils sont en principe déjà bien équilibrés. Mais par contre, ce qu'on peut surveiller pour la qualité du fourrage, c'est aussi les stades de récolte. C'est vrai qu'une des graminées a passé le stade épiaison, elle perd fortement la qualité, qui peut être aussi un peu compensée par les légumineuses si elles sont en proportion intéressante dans le mélange. Mais disons que dans des mélanges avec beaucoup d'avoine, beaucoup de ces graminées, c'est vrai que passé un certain stade, on gagne du volume, mais on perd énormément sur la qualité fourragère. Donc un petit point de vigilance quand même là-dessus.
Oui, alors après, tout dépend aussi le bétail à qui on veut la fourrager. Si c'est des génisses ou bien des vaches taries ou des vaches allaitantes qui ont peut-être un peu moins de besoin, ça peut être un super fourrage complémentaire, notamment si on manque de stock. Maintenant, si c'est pour fourrager ça à des vaches laitières en forte production ou voilà, où ça comprend une part importante de leur ration, bah là, effectivement, il faut miser sur la qualité plutôt. Dans ces dérobés, il y a également des nouveautés qui sont arrivées, donc un peu les sorgho, calvant en poupe, le moa, le millet, toutes ces espèces, on en pense quoi? On reste avec notre traditionnel maïs en silage? Est-ce qu'il y a d'autres options possibles? Les autres espèces que tu as citées, donc moa, millet et sorgho, ont été testées en dérobé comme ça après céréales. C'est vrai que pour ce qui est du sorgho, on va avoir une seule récolte. Donc pour du sorgho multicoupe, c'est peut-être pas intéressant au niveau du coût d'implantation. Le moa et le millet peuvent produire un volume de fourrage important, pour autant que la germination se passe assez vite. On voit qu'il y a une perte de croissance rapide à l'automne avec les températures qui baissent. Et puis c'est des plantes qui seront peut-être plus intéressantes sur des semis plus précoces, éventuellement des dérobés après orge, voire encore des semis plus précoces dans le cadre d'une éventuelle rénovation de prairies comme on en a parlé au début. Après, il y a peut-être un truc sur le moa, c'est une espèce qui est quand même hyper agressive en démarrage de croissance, donc pour couvrir le sol et produire de la biomasse, elle est intéressante. Après, au niveau des valeurs alimentaires, elle vaut finalement pas grand-chose. Et puis surtout, on peut en faire qu'une coupe. À l'inverse du sorgho multicoupe, s'il vient à être semé plus tôt, on peut quand même exploiter 2 bonnes coupes sur la période estivale, ce qui est plus intéressant dans le cas d'un semis d'une autre culture ou d'une prairie sur septembre. Et comme là, l'effet recherché, c'est d'aller faire justement combler les manques de fourrage en été, c'est peut-être plus pertinent d'aller s'orienter sur du sorgho. Ouais. Puis c'est un peu la même chose aussi avec le millet. Alors le millet, ça peut être super dense, on peut faire une coupe à 30 cm, mais finalement, c'est pareil, c'est qu'une seule coupe. Et puis au niveau des valeurs alimentaires, c'est pas très intéressant en pur. Pourquoi ça fait du mauvais fourrage, le millet? Bah, c'est comme le moa, si tu veux, au niveau des teneurs, des analyses qu'on fait. Déjà, ça épie quand même assez vite. Puis au niveau des teneurs, bah, ça vaut pas autant qu'un sorgho multicoupe qui est plus équilibré. Le problème, nous on l'a testé en pâture, on les a testés en pâture, ces différentes espèces. Le moa, c'est littéralement évité par le bétail. S'ils ont le choix, ils vont pas le manger. Donc c'est en foin, c'est peut-être consommable quand il n'y a pas grand-chose d'autre à consommer. Par contre, en pâture, c'est pas très appétant. En plein été, s'entend. Et il n'y a pas de repousse. Après le peu d'utilisation qui en aura été fait, il n'y aura pas de repousse. Donc c'est pas une espèce intéressante pour faire un semis précoce. Le millet, par contre, il est très apprécié par le bétail quand c'est jeune. Et donc, c'est intéressant en plein été. Par contre, là non plus, il n'y a pas de repousse, comme ça a été dit tout à l'heure. Donc, ce n'est pas non plus très intéressant si on le met en culture prolongée pour la partie de juillet, août. Donc, ça, c'est plutôt des espèces à éviter, en tout cas, si on veut du fourrage en juillet et août. On présente souvent ces espèces comme ayant un avantage pour résister aux conditions un peu sèches. Ça vraiment pas une option. Elles sont résistantes, elles sont tolérantes, on va dire plutôt, mais c'est pas une durée de végétation prolongée, c'est pas des repousses. On a testé également le teff, c'est une petite herbe éthiopienne qui repousse pas non plus. Le bétail le mange assez volontiers, par contre il n'y a pas de repousse. Et donc c'est des espèces qui tolèrent la chaleur, mais qui sont faits pour une utilisation fondamentalement. Oui, donc ça fait beaucoup d'efforts investis pour au final. Si c'est pour combler le trou de juillet-août, ce ne sera pas les espèces. Okay. Après, c'est comme toutes les cultures. Je veux dire, oui, elles sont peut-être plus résistantes au sec. Maintenant, si elles viennent à être semées dans du sec et qu'elles n'ont pas d'eau pendant 2 semaines, ça ne va pas non plus pousser. Donc, le sorgho est souvent ressorti un peu comme une plante un peu miracle à semer quand il fait sec et que rien d'autre pousse. Mais finalement, c'est comme une autre. S'il n'y a pas d'eau au départ, il y aura pas de récolte, quoi. Au niveau de l'implantation du sorgho, Dimitri, est-ce qu'on peut faire des recommandations? Est-ce qu'on peut le semer plus profond pour avoir un accès à l'humidité? Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut jouer, des leviers pour avoir une meilleure pousse? Je pense que l'accès à l'humidité, il ne faut pas rêver, il faut des précipitations. L'avantage qu'on a avec le sorgho,
Comme je l'ai dit, c'est pas intéressant au semis tardif, donc on est sur des semis plus précoces, avec peut-être encore des précipitations qui sont possibles. Et puis après, une fois implanté, effectivement, il va résister au sec, et puis les peu de précipitations qu'il y aura va lui permettre de produire de la biomasse. Donc c'est vrai que le sorgho, pour un semis précoce, semble être un sorgho multicoupe, on s'entend bien déjà, semble être une plante intéressante. Le sorgho monocoupe, vu que je l'évoque, s'apparente plutôt à un affouragement en verre comme du maïs. Hein. C'est plus une alternative au maïs en verre plutôt qu'aux autres espèces qu'on a discutées jusqu'à maintenant. Peut-être aussi distinguer, quand même, rendre attentif, parce qu'on parle de sorgho, c'est un peu un fourre-tout, il y a quand même beaucoup de types et de variétés différentes. Donc faire attention aussi, qu'est-ce qu'on met en place. On en parle beaucoup, il s'en sème peu, et il y a beaucoup de confusion. Donc peut-être aussi clarifier, notamment dans ce qui est des multicoupes, il y a 2 grandes catégories. C'est celles qui sont, l'une c'est l'herbe du Soudan, et l'autre c'est le sorgho bicolore ou les hybrides qui sont faits à partir de ce sorgho bicolore. Donc peut-être bien distinguer ces deux, parce que actuellement on suspecte que le sorgho bicolore est un peu plus riche en acide cyanhydrique, qui est un problème si on l'utilise en pâture à un stade un peu trop jeune. Et ce problème serait moins aigu avec de l'herbe du Soudan prise au même stade. Pour les autres types de sorgho, du coup ? Alors pour les monocoupes, en principe, ce problème de l'acide cyanhydrique se pose moins, parce qu'on les ramasse beaucoup plus tard, à un stade où l'acide cyanhydrique est en fait dilué à l'intérieur de la plante et où les concentrations sont très faibles. Donc quand on parle de sorgho, il faut faire attention à ne pas tout mélanger. Il y a d'autres... Tu voulais dire quelque chose ? Peut-être au niveau des points de vigilance, vu que c'est déjà ressorti passablement de fois dans la discussion, il y a au niveau de l'utilisation, quand on parle de stade de récolte et puis de qualité fourragère, il faut bien se rendre compte qu'on va avoir besoin de fourrage sur une période étalée, et c'est là que c'est intéressant peut-être de discuter des différentes espèces, et puis de comment les implanter, quand les implanter, et puis leur utilisation, leur souplesse d'utilisation surtout. Et puis par exemple, on a évoqué maïs vert, sorgho monocoupe. On voit que le maïs en verre, c'est souvent un problème pendant l'été, parce qu'on va avoir tendance à vouloir la fourrager très tôt pour combler le manque de fourrage. Et puis, ça sera un stade trop précoce, un maïs avant que les épis soient présents, peu de teneur, et puis très peu intéressant au niveau fourragé, alors qu'un sorgho monocoupe, même si on va le prendre un peu plus tôt, il y aura une tendance à avoir une teneur en sucre quand même intéressante dans la tige. Et puis ça peut permettre, en ayant les deux... je dirais, en ayant les deux options, de pouvoir un petit peu assouplir l'utilisation. Et puis au même titre, sur de la dérobée automnale, j'ai parlé d'avoine. Il existe différents types d'avoine, déjà 2 grandes espèces, donc l'avoine commune et puis l'avoine rude, qui ont des caractéristiques différentes. Et puis dans ces 2 types, on a encore des variétés qui vont différer, et puis des précocités qui vont différer. Donc, en choisissant bien les espèces et les variétés, on va pouvoir étager aussi la production fourragère. Et dans le cadre de la pâture ou de l'affouragement vert, ça va permettre d'assouplir l'utilisation. Problématique qui est moins présente en cas d'ensilage, vu qu'on peut se permettre de tout récolter le même jour quasiment, et on a moins besoin d'étager les périodes d'utilisation. D'accord, donc on aurait tendance à vouloir aller vers des variétés plus précoces si on a besoin de fourrage rapidement. C'est un peu ça l'idée. Je pense que souvent la question qui se pose, c'est: est-ce que je ne devrais pas semer ma dérobée à plusieurs dates différentes pour étager l'utilisation ? Ce qu'on constate, c'est que la date de semis, il y en a peut-être 1 ou 2 qui va aller, du fait qu'il faut semer avant des précipitations. Et puis là, ça peut être intéressant de se poser la question, pourquoi pas prendre plusieurs mélanges avec plusieurs variétés, par exemple d'avoine, qui vont permettre une maturité un peu étagée, et puis qui va avoir cet effet-là de pouvoir utiliser sur une plus grande période. Peut-être aussi un point avec les sorgho monocoupes. Il y a pas mal d'exploitations qui ont des restrictions de culture du maïs dû à la chrysomèle, et qui peuvent être tentés par remplacer leur maïs en verre par du sorgho monocoupe. Il
faut juste aussi être assez attentif en termes qualité. On a des sorgho, il y a une assez grande différence entre du sorgho monocoupe qui a une bonne qualité et généralement qui ont des niveaux de production plus faibles. Et l'inverse, on a des monocoupes qui sont très productifs, mais qui ont tendanciellement des qualités plutôt faibles. Donc la corrélation, elle est plutôt négative actuellement entre rendement et qualité. Donc il faut le dire clairement, on ne remplace pas un maïs vert par du sorgho monocoupe. C'est une alternative, mais on est une catégorie, une ligue en dessous, soit en termes de rendement, soit en termes de qualité. Au niveau justement des modes d'implantation, on a également parlé un peu du renouvellement de prairies. Qu'est-ce qu'on peut mettre dans cette catégorie un peu ? Comment on dresse un peu ce grand tableau ? Grand tableau des espèces. Oui. Alors, on peut élargir un peu. Il y a effectivement toutes les espèces dont on a discuté. Il y a d'autres espèces qui pourraient être assez intéressantes, notamment ma préférée, c'est la betterave fourragère, parce que c'est une culture assez intéressante qu'on peut pâturer en été avec des animaux. Si effectivement on a des manques de fourrage depuis le mois de juillet, on a déjà des racines qui sont tout à fait correctes à consommer. Il faut éduquer les animaux à les consommer, donc ça prend 1 ou 2 jours à ce qu'ils comprennent comment arracher la racine, comment la consommer. Mais en termes de rendement, en termes de qualité, on a un fourrage qui est exceptionnel. Les animaux adorent, une fois qu'ils ont compris comment la pâturer, c'est propre, il n'y a plus rien qui reste sur la parcelle. Ah oui. Faut juste faire attention qu'ils aient autre chose dans le ventre, parce que c'est quand même extrêmement riche, très sucré, donc il faut un autre fourrage. Il ne faut pas qu'ils arrivent la panse vide dans une parcelle de betterave à pâturer. Alors la betterave, comment on l'implante, dans quoi ? C'est quoi les meilleures conditions ? Alors, l'idéal, c'est de la cultiver en culture principale. Ça veut dire de la semer fin mars, début avril, de la semer relativement tôt. On a fait des essais de la semer en culture secondaire, on va dire, c'est-à-dire à fin mai. Ça demande tout le soin nécessaire pour cultiver une betterave. Ça veut dire qu'en termes d'herbicides, en termes de suivi de la culture, c'est relativement délicat, c'est assez fragile. Mais une fois qu'elle est propre, une fois qu'elle est en place, on a une culture qui est quand même très très facile à utiliser, à exploiter. Et si on a un été qui est pas chaud, pas sec, on manque pas spécialement de fourrage, on peut très bien la laisser sur pied et l'arracher en conditions normales en automne. Donc ce que tu dis, c'est toutes les préoccupations qu'on doit avoir en tête quand on fait une betterave doivent aussi s'appliquer à la betterave fourragère. Oui. Donc une parcelle propre, un historique propre de la parcelle, un bon travail du sol pour l'implantation, des herbages à surveiller au maximum. Oui. Et puis, un point qui peut être quand même important, c'est la question de la portance du sol. Donc, c'est éviter de labourer pour ce type de culture qu'on va pâturer pendant l'été. Parce que si on a un début d'été un tout petit peu humide, on va s'enfoncer beaucoup trop en pâture. Donc, c'est de garder une certaine portance dans ces cultures qu'on met en place, avec un travail du sol simplifié. D'accord. Dimitri, si on met de la betterave fourragère, est-ce qu'il faut avoir des points de vigilance au niveau de la rotation, si on a déjà des betteraves sucrières dans la rotation, vis-à-vis des maladies ou... Alors la betterave fourragère s'apparente à la betterave sucrière, donc au niveau des proportions dans la rotation, des années de pause, ça correspond tout à fait. Donc bien sûr qu'il faut faire attention, mais c'est rare de retrouver de la betterave fourragère dans une rotation avec betterave sucrière. Parfois, ce qui se passe, c'est que la betterave sucrière peut être à fourrager aussi. Par contre, une sucrière pourra pas être pâturée. Enfin, faut peut-être juste quand même rendre attentif. Elle est trop. Alors, physiologiquement, c'est la même plante. C'est juste une sélection différente. La fourragère pure, elle est pratiquement les 3/4 hors de terre, alors qu'une sucrière, c'est plutôt l'inverse, quoi. Les 3/4 de la racine sont dans la terre. Et donc, c'est impâturable. Une sucrière, un bovin n'arrive pas à l'arracher, la tirer dehors. Et donc, il faut vraiment cibler une betterave fourragère pure, qui est une potagère carrément, qui est hors de terre. On revient sur le grand screening, le grand tableau des espèces pour le renouvellement de prairies. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ?
Alors, il y a d'autres astuces avec notamment le navet, qui est une jolie dérobée d'automne, qui est pâture, qui peut se récolter assez facilement en pâture. On l'a testé en été aussi. Ça se consomme très bien. Les animaux comprennent très vite comment la consommer. Ça, c'est pas trop le problème. Le problème, là, c'est vraiment la culture elle-même. C'est que c'est une crucifère, et une crucifère est sensible à plein d'insectes estivaux, altises, charançons. On a eu à peu près toute la collection qu'on peut trouver sur des crucifères. Et c'est au point que les feuilles sont des vraies passoires. Donc, pour moi, c'est pas une bonne solution. Si on la met en culture pour avoir du fourrage en juillet-août, c'est pas les bonnes familles, les crucifères. Elles auront un intérêt sur des dérobés plutôt d'automne. Donc même les navettes fourragères, ce genre de choses. Voilà, oui. Et puis, alors avec l'autre problème, avec certaines navettes, alors là, on change pas les navets qui sont des bulbes quand même, mais si on est sur d'autres types de crucifères où il y en a des feuilles, faire attention aussi à ces types, les teneurs en glucosinolate et acide érucique. Souvent, les crucifères sont des engrais verts et pas forcément des dérobés à pâturer ou à utiliser. Et donc, faire attention que les teneurs en ces substances qui peuvent être toxique quand on a des trop grosses parts dans la ration. Donc faire attention avec les crucifères. C'est une famille qui peut être délicate en alimentation. Quand on installe ce type de culture estivale, comme j'ai envie de rebondir sur ce que tu disais, sur l'intégration dans la ration, est-ce qu'il y a des points de vigilance au niveau des mélanges, parce qu'il y a les crucifères, il y avait l'intégration dans la ration, et j'imagine que si tu mets certains types de plantes, en fait, tu dois faire gaffe à 2-3 trucs, quoi. Alors, par rapport à l'intégration, c'est pas plus qu'un tiers de la ration. Donc, ça veut dire qu'il faut absolument qu'elles aient autre chose à manger. Et c'est comme pour les betteraves. On peut pas donner que ça à consommer. Mais c'est d'autant plus délicat avec les crucifères à cause de ces substances problématiques. Ça serait le cas aussi avec des légumineuses qui seraient cultivées en pur. Hein. L'intérêt des mélanges se retrouve ici, mais il n'est pas forcément possible de cultiver toutes les espèces au mélange. Hein. Les crucifères sont trop étouffantes pour être cultivées au mélange, et puis la betterave est trop sensible à la concurrence. Donc voilà, c'est des espèces qui vont se cultiver plutôt en pur, alors que sur d'autres types d'espèces, on peut travailler en association. Et j'ai envie de revenir sur quelque chose qu'on a abordé, notamment vis-à-vis de la betterave, sur le mode d'implantation, les points de vigilance. Est-ce que pour les dérobés d'été, on doit aussi avoir il y a des choses qui fonctionnent plus que d'autres? Est-ce qu'on a des semis sous couvert possibles? On en est où dans les modes d'implantation, Dimitri? Alors quand on parle d'implantation des dérobés d'été, la première question qui se pose, c'est quand implanter. Donc après la récolte de la céréale, c'est toujours la question, est-ce qu'on implante tout de suite? Est-ce qu'on attend? Est-ce qu'on travaille le sol? Alors, au vu des résultats des essais qu'on a fait ces dernières années, l'implantation la plus rapide possible s'avère être payante, même en conditions sèches. Donc, implanter directement après la récolte au plus vite. Et puis, au niveau des techniques de travail, donc traditionnellement, c'est souvent du semis sous litière, donc des chômages et puis semis avec un semoir classique à céréales. Il s'avère que le semis direct est souvent payant dans ces cas-là, vu qu'on ne va pas travailler le sol, on va éviter de perdre le peu d'humidité qui reste et la capillarité. Donc la meilleure option, c'est le semis direct avec une dent. Le disque étant un peu moins bon dans les pailles et puis dans les conditions sèches. Donc implantation au semis direct avec une dent s'avère être la meilleure. Et ça dépend de la biomasse quand même, parce que si tu as beaucoup, ça va bourrer, ça va être insupportable. Il n'y a pas de biomasse après la récolte de la céréale. Hein. Souvent, on est dans des exploitations avec bétail, donc on sort la paille, on récolte la paille, et puis directement après, c'est le passage du semoir, la mise en place de la dérobée. Donc tout va bien avec une dent. Un peu à suivre comme ça, en se permettant pour ceux qui souhaiteraient azoter un petit peu la dérobée, de mettre carrément l'azote aussi au moment du semis avec le semoir. On peut avoir des bonnes réussites comme ça. Et puis vu qu'on parle de semis direct, ça me permet aussi d'enchaîner sur la remise en place d'une prairie, hein, vu qu'on parlait de renouvellement de prairie avec le sorgho comme culture intermédiaire ou comme culture principale en l'occurrence, qui coupe entre les deux prairies. Et le semis direct permet de réimplanter de manière
intéressante, une prairie dans du sorgho à l'automne. Et puis ça permet on va faire une coupe de sorgho, une deuxième coupe, et puis ensuite on implante notre prairie en direct dans le sorgho, qui lui va geler pendant l'hiver et puis laisser la place à la prairie l'année suivante. Donc ça, c'est des essais qui ont été faits avec des jolies réussites. Après, peut-être sur la mise en place, il y a la difficulté du choix de l'époque du ressemis de la prairie, parce que ça devient effectivement de plus en plus flou jusqu'à quand et à partir de quand on peut semer les prairies. On disait classiquement début septembre au plus tard. Et puis en fait, on voit qu'aujourd'hui, on a parfois, avec les hivers doux qu'on a, des implantations de septembre, même début octobre, qui donnent des résultats tout à fait convenables. Et dans ce contexte-là, le sorgho qui est utilisé jusqu'à la mi-septembre, par exemple, peut laisser la place à l'implantation de la prairie tout à fait... l'enchaînement des deux cultures est parfait. Mmh. Donc si je comprends bien, pour résumer un peu toute cette discussion, si voilà, j'ai une crainte au niveau du stock de fourrage en été, de comment je vais pouvoir faire cette complémentation estivale, par quelles étapes doit passer mon raisonnement? C'est après quoi je dois semer? Quand est-ce que j'ai de la dispo dans mon assolement? En fonction des besoins, quand est-ce que j'aurai besoin du fourrage? Comment on peut résumer un peu le raisonnement, les questions qu'il faut se poser pour savoir quoi implanter quand? Je pense que la remarque, elle est juste. C'est le déficit, il est principalement depuis le 20 juin jusqu'à la fin août. Donc, c'est cette époque-là qu'on doit assurer du fourrage vert. Il y a des bonnes alternatives, type, comme on a dit, la plus classique, si on est vraiment dans une région à risque, c'est le sorgho. Je pense qu'il est quand même un bon concurrent. Mais il faut quand même dire qu'on est dans des catégories de qualité inférieures à une bonne herbe, à un bon maïs. On est dans des rendements qui sont relativement faibles. C'est juste du dépannage. On est dans des discussions de dépannage, d'ajout, d'appoint sur une ration qui pose un problème. Parce qu'on est dans une situation de crise. Il faut bien placer ce contexte-là. Le sorgho, c'est pas un fourrage exceptionnel du futur qui va nous régler tous nos problèmes. C'est juste une situation, un fourrage qui va bien dans une situation de crise. Donc, il faut bien le remettre dans son contexte. Et puis, comme on l'a dit, peut-être l'autre point, c'est dans la ration, aucun fourrage d'été ne pourra être utilisé à lui tout seul. Il y aura toujours autre chose à consommer. Ça remplace pas de l'herbe, ça remplace pas une ration totale mélangée. Donc, il faut faire attention aussi dans la ration d'avoir d'autres constituants. C'est vraiment un appoint, une aide pendant cette période chaude, mais c'est en tout cas pas le pilier de l'alimentation. Moi, je pense que c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il faut en tenir compte, parce qu'on ne va pas supprimer une prairie qui est en bonne forme pour aller mettre un sorgho en place. C'est plutôt dans le cas où on va renouveler une prairie parce qu'elle est plus en forme, de faire le choix de mettre du sorgho après pour complémenter pendant l'été, et pas casser une prairie en bonne santé en croyant faire une masse de fourrage supplémentaire avec du sorgho. La dérobée, c'est différent, c'est des parcelles qui sont de toute façon libres, qui doivent être couvertes. Et puis là, je pense que ça se fait déjà traditionnellement comme ça, mais c'est des parcelles qui sont systématiquement ensemencées ou qui peuvent l'être sans trop d'autres problèmes, parce que ça ne va pas amputer une autre culture, qu'elle soit commerciale ou fourragère. On arrive gentiment à la fin de l'épisode, mais avant de conclure, j'aimerais vous réentendre sur un mot qu'on a évoqué en amont dans la discussion, qui est l'acide cyanhydrique. Est-ce qu'on a des recommandations, des conseils au niveau des stades ou de la hauteur de coupe? Eliane? Oui, alors effectivement, dans le cas de la pâture de sorgho, on préconise en général une hauteur minimum de 60 cm qui permettrait de, en tout cas, fortement limiter les risques d'intoxication avec l'acide cyanhydrique pour le bétail. Après, il y a aussi toute une notion de dilution. Si le sorgho, il est associé à du trèfle, par exemple, il y a un effet dilution sur la parcelle. Si le bétail reçoit aussi un autre fourrage en complément, style du foin, il y a aussi une notion de dilution dans la panse. Donc, après, il ne faut pas non plus être paniqué avec cet acide cyanhydrique, mais c'est vrai que la recommandation à la pâture, elle se trouve autour des 60 cm de hauteur. Une recommandation, mais un peu de flexibilité. Exactement. Et la fauche, c'est égal. En cas de fauche, c'est vrai que il semblerait que l'acide cyanhydrique il diminue dans le temps avec la conservation, donc les risques sont limités, mais c'est vrai que c'est pas une notion qui est très connue pour l'instant.
C'est d'autant plus compliqué que c'est un élément très difficile à analyser. En réalité, c'est un processus de dégradation. La plante contient de la durine qui, au moment du contact, se transforme en acide cyanhydrique qui s'évapore, disparaît très rapidement. Et dans les animaux, on le retrouve pratiquement plus, cet acide cyanhydrique. C'est la plupart du temps d'autres substances secondaires de dégradation, comme les thiocyanates, par exemple. Et dans les essais de pâture qu'on a fait, pâture sorgho et pâture herbe, on n'a pas mesuré des différences très importantes dans le sang ou dans le lait de ces produits de dégradation de l'acide cyanhydrique. Parce qu'en réalité, il y en a aussi dans le trèfle de l'acide cyanhydrique. Donc, c'est très complexe ce sujet. En tout cas, tout ça confirme le fait qu'il ne faut pas donner chacun de ces fourrages uniques, en plat unique. Donc voilà, on l'aura compris, c'est quand même un sujet assez complexe, assez multiple, qui touche à plein de thématiques en même temps, ce qui est assez chouette, je trouve. En tout cas, je vous remercie tous les trois pour cette participation et pour cette conversation. Ce fut un plaisir d'enregistrer ça avec vous. Et puis, je vous renvoie aussi également sur un autre podcast qu'on avait tourné sur la sécheresse et un dossier que ProConseil a fait sur la sécheresse et l'élevage face à la sécheresse, si le sujet vous préoccupe un peu plus que ça. Bon été. Merci, bon été. Merci. Et merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à le diffuser. Ça permet de nous soutenir. Et n'oubliez pas de vous abonner. Comme ça vous permet également de ne louper aucun épisode à venir. En attendant le prochain, on vous souhaite une belle journée, bel après-midi, belle soirée. C'est aussi ça la magie des podcasts. Salut!